les entretiens du marquis. Bonjour à tous. Politique sanitaire, réforme des retraites, faillite. Le Macron bashing est-il enfin en marche? Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vivre mon travail. Et aujourd'hui est à l'honneur Fan ML. Merci à lui ou à elle. Et puis vous avez été très nombreux à réagir à ma dernière vidéo. Je voulais dire quand même, je voudrais rajouter quelque chose, c'est que lorsque je traite certains sujets et que je mets certains liens dans mon descriptif, eh bien ma vidéo est éloignée, j'ai envie de dire, de la pleine lumière. Donc n'hésitez pas à soutenir, à diffuser, parce que il y a comme une ombre qui règne lorsqu'on traite certains sujets. On va revenir d'ailleurs sur Emmanuel Macron en Afrique, et cette image a fait énormément jaser. Ce qui est intéressant, c'est que la presse aux ordres ne reprend pas cette information. Il est très difficile de la trouver. Le seul journal qui en parle un peu, c'est Le Parisien. Vidéo, Macron fait la fête, une bière à la main, dans les rues de Kinshasa. Et il est dit dans l'article que de nombreux internautes ont trouvé cette fête déplacée, dans la mesure où les Français souffrent et vont manifester aujourd'hui, le mardi 7 mars, journée de contestation, journée de manifestation. J'en parle dans un instant. Alors, dans la presse, qu'est-ce qu'on a à la place? Eh bien, on a cet article du Monde qui est assez ironique dans une certaine mesure. La France doit rebondir en Afrique. Lors de son voyage au Gabon, en Angola, au Congo-Brazzaville et en RDC, Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté d'engager une nouvelle relation avec le continent africain, tentant de contrarier le sentiment d'une France en perte de vitesse. Reste à concrétiser ce souhait d'un nouveau départ. Bien, ça c'est de la langue de bois, ça ne parle pas, évidemment, ça n'évoque pas tous les échecs d'Emmanuel Macron, j'en ai présenté quelques-uns, mais il faut savoir que le dossier était très épais entre les opposants qui critiquaient la venue d'Emmanuel Macron, les journalistes qui ont écrit dans la presse africaine des éditos au vitriol contre Emmanuel Macron. Alors il va falloir revenir un petit peu en arrière, souvenez-vous de ma vidéo de cet été, Emmanuel Macron fait une visite en Afrique, et il réunit les chefs d'État africains et il leur dit cette chose: vous devez soutenir la croisade contre la Russie. Et les chefs d'État africains donnent une véritable leçon d'économie à Emmanuel Macron en lui expliquant que de toute façon la France n'a rien à apporter au continent africain, tandis que Vladimir Poutine, eh bien, lui, apporte du blé et du maïs, c'est-à-dire que ces deux apports, évidemment, permettent de nourrir la population africaine. Ce fut une humiliation. La presse aux ordres comme l'I-Monde n'a absolument pas évoqué ce problème. C'est la position française anti-russe qui conduit aujourd'hui la France à être complètement dans le reculoir en Afrique. On voit bien que les conséquences de cette guerre ne sont pas seulement nationales, mais aussi internationales avec nos anciens alliés. Ce qui explique évidemment que Macron n'est plus tout à fait le bienvenu sur le continent africain. Est-ce que c'est évoqué dans le journal L'I-Monde? Bien sûr que non. Ils nous utilisent comme ça des métaphores qui ne signifient rien. Il faut réinventer une nouvelle relation. Ça ne signifie strictement rien. C'est bien du langage de propagandiste. Et puis Emmanuel Macron se retrouve dans une situation un petit peu compliquée. Alors vous savez comment il agit dans ces circonstances. Il va utiliser quelque chose qui pourrait plaire au public, quelque chose qui irait, j'ai envie de dire, qui irait dans le sens du poil, sans faire de mauvais jeu de mots. Et là, nous découvrons dans le titre « Précarité menstruelle », Borne annonce le remboursement des protections périodiques réutilisables par la sécurité sociale. La mesure annoncée ce lundi soir sera effective à partir de l'an prochain pour les moins de 25 ans. Alors d'abord, il faut être très prudent parce que quand le gouvernement annonce quelque chose, notamment une mesure qui paraît très favorable à une partie de la population, il a tendance à l'abandonner quelques semaines après. C'est ce qu'on appelle des effets d'annonce. On se souvient en effet qu'hier, j'ai présenté ce fameux panier anti-inflation qui nous avait été présenté en grande pompe et qui a été abandonné. C'est l'année prochaine, donc ça a un certain coût. Mais s'ils veulent rembourser les soins intimes, on apprend dans la presse quelque chose d'absolument terrible, fin du remboursement d'un système pour traiter l'AVC. L'AVC, mais il y a de plus en plus d'AVC.
On est dans l'incompréhension la plus totale, réagit le directeur de l'hôpital Fondation Rothschild. Depuis le 1er mars, les cathéters des thromboaspirations, un équipement de pointe dans le traitement des AVC, ne sont plus pris en charge par la sécurité sociale. Est-ce que ce gouvernement n'est-il pas en train de déshabiller Pierre pour habiller Paulette? Ça, j'avoue que je suis en train de me poser la question. Et puis on sait comment fonctionne ce gouvernement, ils utilisent comme cela des mesures pour apparaître aux yeux des plus naïfs comme des ministres proches du peuple. Tout cela c'est archi bidon. Réforme des retraites, parce que cette mesure, elle accompagne la réforme des retraites, elle essaie de donner une bonne image. Eh bien, la réalité, elle est un petit peu différente lorsqu'on regarde le cas Emmanuel Macron. En effet, Mediapart nous explique que l'exécutif veut à tout prix éviter un tel scénario, c'est-à-dire le blocage total du pays et l'échec du vote de la réforme, qui porterait un sacré coup à sa quête de légitimité. Là, on parle d'Emmanuel Macron. Le voilà réduit à espérer, d'une part, une aide de la droite sénatoriale pour accélérer l'examen du texte, ce qui a été fait, et d'autre part, un essoufflement de la contestation après le 7 mars. Ça, c'est à voir. Sous le vernis de la certitude, la séquence commence à ébranler la Macronie. C'est pour cela que je vous parle d'un Macron-bashing, parce que les premières critiques commencent à être émises dans le camp Macron. Le seul sujet maintenant, c'est que cette réforme passe, souffle un proche du chef de l'État. Je crois que le PR, le président de la République, n'en a plus rien à faire du contenu. L'objet n'est plus que politique. En fait, Emmanuel Macron se moque de la réforme des retraites. Ce qu'il ne veut pas, c'est qu'on conteste son pouvoir, sa légitimité. Et il est prêt à tout. Et là, c'est très intéressant, parce que lorsqu'on regarde l'évolution de cette réforme de retraite, elle a été vidée d'une partie de son contenu, il y a eu toute une série d'amendements qui ont été votés. Le Conseil constitutionnel, je vous avais présenté dans une de mes vidéos, affirme qu'il y a un risque d'inconstitutionnalité, que certains, même à droite, expliquent que de toute façon elle est trop sociale, cette mesure, et qu'elle ne vaut plus rien. Elle ne satisfait plus personne. Elle ne satisfait plus les extrémistes LR et elle ne satisfait pas non plus, évidemment, les Français qui ne veulent pas travailler 2 ans de plus. Non, elle risque d'être votée essentiellement pour satisfaire une seule personne, le président de la République. Vous comprenez que ce n'est pas suffisant pour voter une réforme. Et si les gens, les Français, descendent dans la rue, manifestent, bloquent, eh bien, ça risque d'être très compliqué pour le pouvoir. Là, on apprend déjà que la CGT arrête 3 terminaux de GNL sur 4 pour 7 jours. Ça va être compliqué. Bon, je vous l'avais annoncé hier, la seule chance d'Emmanuel Macron, c'est ce genre de personne. Blocus challenge, Valérie Pécresse va porter plainte contre le député LFI Louis Boyard. On ne sait pas qui relance qui. Valérie Pécresse est au fond du trou. Je ne crois pas que cette façon de faire lui permette d'exister réellement. Quant à Louis Boyard, sa mesure est illégale et elle risque aussi de se retourner contre lui. En tous les cas, ce qu'on espère, c'est que les Français soient nombreux dans la rue et que les blocages fassent reculer le gouvernement et que se développe un certain Macron-bashing. Car, en fin de compte, quelles sont les bonnes nouvelles pour le gouvernement? Eh bien, il n'y en a pas du tout. Voilà ce qu'on apprend, par exemple, dans la presse économique. Et là, nous avons quand même quelque chose qui devrait réagir l'ensemble des Français. François Langlais, c'est quand même un économiste libéral. Sur 12 € que coûte un baril de lessive Procter & Gamble, Ariel, je crois, 3 € est pour l'actionnaire. L'inflation prend au petit pour donner au gros aujourd'hui. C'est Robin des Bois à l'envers. Et ce que dit évidemment François Langlais est très juste. La régulation des dividendes devient obligatoire pour les grosses entreprises. Mais que critique particulièrement François Langlais? Il critique l'économie qui a été mise en place par l'Union européenne et par les Américains. Ça devient intéressant que certains économistes commencent à se rendre compte que c'est une véritable impasse et qu'on ne peut plus continuer comme ça. Car la réalité, c'est que si les gros se gavent, eh bien les petits artisans
eux, souffrent. Nicolas Meillan nous annonce que 116 boulangeries ont fait faillite en janvier, soit grosso modo autant que le nombre de sangsues qui sucent le sang d'EDF depuis 10 ans. Vous préférez quoi entre la faillite d'une centaine de sangsues et celle à venir de milliers d'artisans? Et oui, on nous annonce de très nombreuses faillites. C'est sur cette chaîne d'ailleurs qu'on vous a expliqué que ce n'était plus possible pour nos artisans et que Emmanuel Macron avait choisi les gros contre les artisans. Et certains vont me rétorquer, mais ça a été dit sur cette vidéo, que c'était d'ailleurs une grande partie du projet du World Economic Forum de faire en sorte qu'il n'y ait plus que de très grosses entreprises et de limiter l'artisanat. Vous comprenez que si les économistes se mettent à tirer sur le Mozart de la finance, je dis cela évidemment de manière ironique, c'est déjà le début du Macron bashing. D'autant plus que une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule pour l'économie française. Nous apprenons dans le plan Biden, une pluie d'investissements européens tombe sur le sol américain. Séduits par les subventions de Joe Biden et les prix de l'énergie aux États-Unis, les grands industriels européens investissent aux USA. Si les industriels investissent aux USA, c'est autant d'investissements de moins pour la France, et ce sont nos emplois qui sont en train de partir aux États-Unis. Voilà la conséquence de la guerre en Ukraine. Et qui est le chef de l'État? Emmanuel Macron, ai-je besoin de vous le dire? Il y a comme une prise de conscience pour une certaine élite économique qu'il va falloir absolument cesser ce genre de système. On ne peut plus ouvrir toutes les frontières, on ne peut plus faire la guerre pour les Américains parce qu'on est tout simplement en train de se noyer. Et on lit dans la presse économique qui n'appartient pas à Emmanuel Macron des articles de plus en plus virulents contre l'Europe, et ça c'est nouveau, et contre Emmanuel Macron. Ah, c'est le début peut-être d'un Macron bashing. Et puis maintenant, nous allons évoquer peut-être l'affaire la plus grave, l'affaire Palmade. Pourquoi je dis plus grave? Parce que pour Emmanuel Macron, il y a comme un jumeau dans l'affaire Palmade. Pierre Palmade apparaît comme un double d'Emmanuel Macron pour certaines consommations de farine, par exemple. Et puis, tout ce milieu qui ne respecte pas les règles qu'elle impose aux plus faibles. Parce que c'est ça, surtout. Emmanuel Macron a imposé des règles strictes au peuple qu'il n'a pas lui-même respectées. J'en donne pour preuve, par exemple, si je vais dans la crise sanitaire, eh bien, il nous a obligés à être consignés à résidence. Regardez cette image, des policiers qui arrêtent des gens sur les plages. Comment, quand on réfléchit, avec le recul que nous avons sur les politiques sanitaires, comment les gens ont-ils accepté cela? Eh bien, cette réponse, je la pose à des journalistes. En effet, Pascal Praud a, dans une certaine mesure, répondu. La communication gouvernementale n'a absolument pas changé. Et elle a changé de fait. Aujourd'hui, voilà, on vient de traverser l'hiver. Aujourd'hui, oui. Sans une mesure barrière. Aujourd'hui, voilà, oui, mais pendant des mois, on nous a enfarinés. Et les soignants non vaccinés, on les a enfarinés aussi. On nous a enfarinés. La réponse est oui. On devrait revenir là-dessus. La réponse, comment? Oui. Sur la réintégration. Enfariné, vous avez entendu? Qu'est-ce que cela signifie? En plein scandale, Palmade, on nous parle de farine. Nous avons utilisé ce terme sur cette chaîne et vous savez ce que cela signifie. Ne croyez pas que Pascal Praud a fait un lapsus avec Elisabeth Lévy. Non, non, ils ont bien choisi leur terme. Et puis je pense qu'ils ont travaillé en duo tous les deux. Pascal Praud est en train d'envoyer des messages à l'Élysée. Le début du Macron bashing. D'autant plus que Pascal Praud nous avait expliqué que pendant la période de Covid, il y avait certains ministres qui organisaient des fêtes avec plein de crêpes bretonnes, avec beaucoup de farine, alors que les Français étaient confinés. Toujours ces ministres qui imposent des règles qu'ils ne respectent pas eux-mêmes. C'est assez insupportable. Alors, les Français, malgré tout, ont soutenu les confinements quand on regardait les sondages. Et pour quelle raison? Parce qu'on leur disait... c'est la science. Et puis, il y avait des savants qui arrivaient sur les plateaux de télévision et ils avaient des affirmations très fortes, ils avaient des études. Pierre Chaillot, lui, a une vision un petit peu différente de cela. Écoutons-le. À un moment, parce que c'est mon rôle aussi dans le médiateur de cette discussion et de l'antenne. Vous avez parlé du confinement, vous avez dit qu'il n'y a aucune raison sanitaire, mais des raisons politiques de confiner. C'est une interprétation que vous faites. Quelles sont vos sources, par exemple? Un problème dans cette période avec le Conseil scientifique qui fournissait des prétendues études au gouvernement sur lesquelles il n'y avait pas de chercheurs qui pouvaient les regarder ce qu'ils faisaient pour pouvoir les commenter et proposer un débat contradictoire. Écoutez, c'est terminé.
Et oui, les études qui étaient proposées aux Français n'avaient pas toute la rigueur scientifique. Et je vous renvoie d'ailleurs au livre de Vincent Pavant, de Pierre Chaillot, de Mucchielli. Là-dessus, ils ont les chiffres, ils ont les démonstrations. Je résume. Les journalistes auraient été trompés, les études ne seraient pas très sérieuses, et puis ils ont utilisé la peur pour contraindre les Français notamment à rester chez eux. Nous savons aujourd'hui, grâce à la presse anglaise, que c'était bien une politique de la peur, le virus de la peur, et qu'il n'y avait rien de très sérieux là-dedans. On sait aussi que Fauci, qui a tant de soucis aux États-Unis, avait comme correspondant en France Delfrécy, qui gérait le conseil scientifique. Les pièces sont en train le pulse est en train d'apparaître, puisque les pièces sont mises les unes avec les autres. Alors, nous, journalistes de leur information, nous savons de cela depuis des années, nous avons essayé d'informer, mais nous n'avons pas pu parce que nous avons dû combattre certaines personnes. On va les regarder, ces personnes. Les voilà, par exemple, les fameux fast-shakers. Alors, je voudrais juste vous dire que j'ai bien parlé de fast-shakers et non pas de fact-shaker. Un fact-shaker vérifie les faits. Eux, ils se précipitent shaker chez Véran ou chez Macron pour savoir quelle était la propagande à fournir aux Français. Et nous les voyons se réunir pour dire que ce qu'affirme Pierre Chaillot, c'est n'importe quoi, et les seuls arguments qu'ils ont, ce sont des arguments ad hominem. Ils n'ont pas le niveau, de toute façon, pour comprendre exactement cette crise. Et c'est bien là le problème. C'est-à-dire que les gens qui ont été choisis, les Julien Pain, les Tristan Mendès France, ne sont pas des scientifiques, ce ne sont pas des gens très intelligents, ce sont des jeunes garçons ambitieux qu'on a placés en première ligne, un petit peu comme ces jeunes Ukrainiens à Bakhmout. Ils en prennent plein la figure et aujourd'hui ils se crispent sur des positions qui sont absolument pas tenables. Ils sont ridiculisés parce que les faits aux États-Unis leur donnent tort et surtout les présentent en ce qu'ils ont été, c'est-à-dire des censeurs qui ont permis ces politiques liberticides complètement folles. Et puis on va rire un peu. On va rire un peu parce que de temps en temps, il y a des nouvelles comme ça qui nous permettent de se divertir. Vous avez donc un de ces fast shakers qui s'appelle la tronche en biais et cette andouille a fait une ligne de vêtements TEB, la tronche en biais pour les enfants. Le seul ennui, c'est que ça fait « j'aime la teub », c'est-à-dire j'aime la tronche en biais, mais j'aime la teub dans un langage familier, ça veut dire autre chose. Et le gars se trouve accusé, évidemment, comme Pierre Palmade, d'être un spécialiste de la petite enfance. Il s'en défend, je pense que c'est tout simplement ce que je vous disais à l'instant, ce sont des gens qui n'ont pas le niveau, ils se font attraper par ce genre de choses. Quand on a un peu de jugeote et de recul, on n'écrit pas sur un maillot de corps pour enfants « j'aime la TEB ». Je veux dire, c'est quelque chose qui semble aller de soi. Je voudrais aussi parler d'Elon Musk, puisque Idriss Aberkan a dit cette chose, a traduit un tweet d'Elon Musk qui est tout à fait juste. Les gens qui parlent tout le temps de désinformation sont presque toujours coupables de désinformation eux-mêmes. Elon Musk. Merci Idriss de cette traduction. Ça semble une évidence. Vous imaginez qu'aujourd'hui, ils sont encore en train d'accuser ceux qui ont des faits précis, recoupés, d'être des complotistes, et eux qui ont soutenu des politiques qui apparaissent en Angleterre comme des politiques complotistes. Ils sont dans une situation littéralement intenable. Nous allons maintenant passer à l'Ukraine, puisque voilà ce qu'on trouve sur BFM TV. Alors là, j'avoue qu'après le journal Le Figaro, les soldats ukrainiens ont l'impression d'être de la chair à canon, article de BFM. Selon le soldat ukrainien, l'équipement de l'armée ukrainienne date des années 1938-1943. On nous avait promis des abusés, des soldats ukrainiens racontent leur enfer, alors que la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, est sur le point de tomber aux mains de l'armée russe. Les soldats expliquent leur quotidien. Vous imaginez que c'est un article BFM. Alors, si BFM reprend les analyses de Xavier ou de Sylvain, là, je crois que le Macron bashing va pouvoir commencer. Je répète, Emmanuel Macron a financé une grande partie de l'Ukraine à raison de 17 milliards. Où ils sont ces 17 milliards? Dans les équipements des soldats ukrainiens? Manifestement non. Où ils sont ces 17 milliards? Dans les poches peut-être des oligarques? En tous les cas, si on suit les rapports de l'Union européenne des années 2015-2020, c'était le cas. Est-ce qu'ils auraient vraiment changé? Je ne crois pas.
Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser sur les réseaux sociaux, à me soutenir, à écrire des gentils messages. Hein. Vous savez que ça aide la réinformation au niveau des algorithmes. On a bien besoin parce que nous subissons beaucoup de censure. Merci à vous et à bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye.